Nous en venons à des amendements identiques. Le numéro 1218, Monsieur Poisson. Où est-ce qu'il est? Alors, Monsieur Tian, il était là, Monsieur Tian, non? Alors, Monsieur... Donc, il n'est pas défendu. Là, Monsieur Gosselin, sur le 1692. Alors, Monsieur Gosselin. Merci, Monsieur le Président. J'ai été pris de court parce que mes collègues devaient y aller et donc j'y suis moi aussi. Donc cet amendement, je laisserai mes collègues faire leurs commentaires. Cet amendement est évidemment une fois de plus dans la lignée des éléments complémentaires du bricolage. On l'a déjà signalé à plusieurs reprises. Mais nous arrivons ici dans du super bricolage, si je puis m'exprimer ainsi. Les articles 4 et 4 bis sont évidemment liés. On a un amendement qui était du rapporteur, qui espérait, dans un tour de passe-passe, masquer une difficulté concernant la disparition de 168, 169 occurrences des termes père et mère, pour leur remplacer le terme de parent. Le code civil est directement impacté et au-delà du titre 7 que l'on préserve évidemment de façon exceptionnelle, tout le reste est un peu chamboulé. Je crois qu'aujourd'hui il faut dénoncer ce bricolage. Les difficultés que nous avions mises en avant lors de la première lecture continuent, persistent. Je crois qu'on a là d'ailleurs un certain nombre de motifs d'inconstitutionnalité. Je ne reviendrai pas sur les débats qui nous avaient occupés sur l'article 370 du Code civil, sur l'ordre public international qui n'y trouvait pas son compte. Mais je crois que ici, nous avons la démonstration que ce texte ne peut pas être applicable en tant que tel et que si le projet politique que nous combattons toujours, lui, a été voté, en réalité, l'application ne sera pas possible. Je crois qu'il aurait été souhaitable de pouvoir continuer la discussion, d'avoir d'autres lectures sur ce texte. Le gouvernement a fait malheureusement un autre choix et je crois que le soutien qui nous est donné par cette volonté de nous court-circuiter portera ses fruits au moment de saisir le Conseil constitutionnel. C'est aussi un espoir, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, pour toutes celles et ceux qui étaient nombreux et de façon très pacifique dans les rues, à nos côtés, comme nous étions à leurs côtés, pour signifier que la vigilance citoyenne était toujours très présente. Pour dénoncer aussi, et j'en profite pour dénoncer ceux qui, évidemment, profitent de l'occasion pour chercher à faire de l'amalgame, à montrer que, ou tenter de démontrer que l'opposition jouerait le jeu des extrêmes. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes une opposition responsable, une opposition qui cherche à décortiquer ce texte. Nous l'avons fait pendant des dizaines d'heures. Aujourd'hui, la guillotine, le temps guillotin s'abat sur nous et je le dirai avec d'autres éléments tout à l'heure, nous n'acceptons toujours pas et nous dénonçons ce bricolage. Voilà d'une certaine façon résumé l'objet, l'esprit en tout cas, Monsieur le Président, de cet amendement. Merci Monsieur Gosselin. Amendement 2169, Monsieur Poisson. Oui, Monsieur le Président, merci. Brièvement, là encore, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets qui nous attendent, je crois que je m'associe à l'argumentation de Monsieur Gosselin pour, à mon tour, répéter brièvement ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère un peu aléatoire du dispositif que vous nous proposez. Et je redis que cet article 4, en dehors de son contenu en tant que tel, qui est problématique, et particulièrement les alinéas visés par cet amendement, doit être lu
en lien direct avec le 4 bis, le 11 et le 14, et c'est bien ces 4-là qui constituent l'ensemble que nous devons critiquer, en dehors du fait que l'article 4, bien sûr, est contestable en tant que tel, puisque son impact sur les familles de notre pays sera, de notre point de vue, néfaste. Donc l'amendement est défendu, Monsieur le Président. Merci. Le 2395, Monsieur Meunier. Oui, Monsieur le Président, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'échange, puisque seule l'opposition s'exprime, ce qui veut dire qu'ensemble, nous ne pouvons plus essayer de bâtir un projet de loi qui pourrait éventuellement être commun, avec des avis qui peuvent être partagés, même si nous avons des différences fondamentales entre nous, ce qui veut dire concrètement que vous laissez quel choix aujourd'hui aux Français que nous représentons, à part la manifestation du 21 avril, le dimanche prochain, du 5 mai et du 26 mai, où vous verrez beaucoup de Français dans les rues pour vous rappeler vos responsabilités. Merci, Monsieur Meunier. Madame... Non, elle n'est pas là. Monsieur Miard, le 3536, défendu. Monsieur Fromentin, le 3871. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le parcours de cet article 4 suit un petit peu le parcours de l'opinion sur ce texte. Il y a plusieurs mois, quand il y a eu ce risque que les mots père et mère soient gommés du Code civil, on a assisté à un premier mouvement d'opinion. On a assisté à une première réaction des Français. On a sans doute assisté à un déclenchement de mécontentement, un déclenchement de prise de conscience que ce texte, projet de loi, n'était pas simplement un aménagement, un projet fait pour les couples homosexuels qui réclamaient une reconnaissance de leur statut et la possibilité d'une adoption simple, mais aller bien plus loin, était vraiment, comme l'ont exprimé certains collègues, un changement de modèle, un changement de paradigme, un changement de sens de mots et de choses très profondes. Alors cet article 4 a, dans l'urgence, été modifié en enlevant par cet artifice provisoirement ces mots, en maintenant ces mots père et mère, en adjoignant le mot parent, et puis on a vu les évolutions, celles plus récentes au Sénat. Et je crois qu'aujourd'hui, l'opinion, et on le voit au travers de ce qui se passe tous les soirs, reprend l'initiative. L'opinion réagit en voyant cette évolution. Et probablement ce qui se passe ce soir, ce qui se passe en ce moment, avec, je le disais tout à l'heure, cette désactivation du sens du mot père et du mot mère, va probablement réenclencher un mouvement. Le collègue évoquait à l'instant les manifestations qui s'annoncent. Moi, je suis sûr que dans quelques heures, dans quelques jours, le président de la République s'exprimera sur ce projet. S'exprimera en prenant conscience du bouleversement qu'il provoque dans l'opinion et probablement, à l'instar de ce qui s'est passé il y a plusieurs années au moment de l'école libre, il réagira également. Et je suis convaincu que ce texte n'ira pas au bout, parce que ce qui est en train de se passer dans la rue, ce qui est en train de se passer dans l'opinion, les sondages du BVA qui a été annoncé, l'émotion que suscitent ces débats de plus en plus forts, montrent à quel point ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de nous proposer, ne marche pas, n'accroche pas, et va aller bien plus loin que ce que vous imaginiez, et ira jusqu'à la suppression de ce projet. Avis de la Commission. Je crois avoir développé, Monsieur le Président, tout à l'heure l'immense intérêt que la Commission a trouvé à l'article 4 tel qu'il a été réécrit par le Sénat. Donc évidemment, la Commission a confirmé un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements. Avis du Gouvernement. Sur le 4 bis. Oui. J'hésitais parce que c'est un peu compliqué de répondre compte tenu des tranches d'amendements. Parce qu'en plus, si quand on faisait une réponse, vous en preniez acte et que vous ne reveniez plus sur la question. Oui, pas vous, c'est vrai que je vous regarde, mais vous avez un pouvoir d'attraction du regard, mais vous ne pratiquez pas ainsi. Vous ne pratiquez pas ainsi. La complication, c'est que nous vous apportons des réponses et les questions reviennent. Donc, je passe mon temps à me demander quel est le moment pertinent pour répondre, pour éviter que la question revienne. Sur l'article 4, Monsieur le député Poisson et Monsieur le député Gosselin, vous l'avez rappelé, nous sommes à la 3e forme d'écriture. Nous sommes d'accord? Bon. Et j'ai dit rapidement cet après-midi que, après avoir fortement critiqué
l'écriture du gouvernement. Vous avez critiqué l'écriture de la commission des lois et de l'Assemblée ici en regrettant l'écriture du gouvernement. Et vous critiquez l'écriture du Sénat en regrettant à nouveau l'écriture du gouvernement. Mais vous aviez fustigé l'écriture du gouvernement. Vous l'aviez fustigé. Vous vous êtes montré impitoyable. Voilà, il y a même eu des jeux, un peu, bon, je vais éviter de les qualifier. Lorsque j'expliquais que c'était une règle légistique qui conduisait à choisir cette forme d'écriture, il y en a eu qui ont dit bon, bref, peu importe, on ne va pas refaire cette histoire-là. Donc, quelle que soit la forme d'écriture, ce qu'on retient, c'est que quelle que soit la forme d'écriture, cela vous déplaît. D'accord? Bon. Alors, oui, d'accord. Non, mais le souci n'est pas de vous séduire. Le souci est d'écrire la loi le mieux possible. Écrire la loi le mieux possible est une mission possible. L'autre doit être une mission impossible. Donc, ce qu'a choisi le Sénat, c'est une double sécurité par rapport au texte qui a été adopté ici à l'Assemblée. La double sécurité, c'est d'une part de choisir ce principe général qui énonce que les effets, les droits et les obligations sont les mêmes que les couples ou parents soient de sexe différent ou de même sexe, et de le placer dans le titre préliminaire du Code civil. C'est la double sécurité qu'a pris le Sénat. Vous nous dites, et puis là, donc du coup, je viens aussi sur l'article 4 bis, puisque nous l'avons entamé, j'ai bien compris, nous l'avons entamé avec vos amendements. Incontestablement, mais comme ils ont des numéros différents, on est d'accord que nous l'avons entamé. Cet article 10, donc, introduit l'habilitation pour des ordonnances. Alors, sur l'écriture du gouvernement avait eu pour objectif et pour effet de procéder au recensement des coordinations nécessaires. Nous n'avons pas cessé de dire que le titre 7 n'avait pas été modifié, puisque c'est la filiation, ça s'appelle comme ça, mais ajoutant biologique. Et à partir du titre 8, nous avons procédé à des modifications, vous rappelant d'ailleurs que dans le titre 8, il y a déjà le mot parent, et nous avons le mot parent dans le Code civil. D'accord ? Bon. Ça veut dire que ce travail de coordination, il est fait. Vous dites pourquoi est-ce que le gouvernement et comment et est-ce qu'il peut nous en parler? Mais oui, non seulement on peut vous en parler, mais on peut vous inviter à relire. Le travail avait été fait dans le projet de loi du gouvernement. Et dans le projet de loi du gouvernement, effectivement, nous avions modifié 14 codes, lois et ordonnances par nécessité, parce que nous tirons les conséquences de l'article 1er du projet de loi. Donc les modifications, elles sont là. Je veux dire que j'ai presque envie de dire que le travail du gouvernement est déjà fait. Donc le délai de 6 mois qui est accordé au gouvernement par ce texte de loi, c'est presque trop, puisque le travail est déjà fait. Il est déjà fait. Allez. Mais le recours aux ordonnances, monsieur le député Gosselin, est nécessaire parce que le texte de loi est écrit différemment. Donc, dans le texte de loi que vous examinez, les coordinations ne sont pas effectuées en totalité. Donc, l'ordonnance est nécessaire pour que le gouvernement procède aux coordinations. Et je répète, puisqu'il a déjà fait ce travail, c'est comme si vous aviez... Mais il n'y a pas de précipitation, nous avons fait le travail. Je vous rappelle que le texte... Non, ce n'est pas de l'approximation. Le texte de loi avec les coordinations a été soumis au Conseil d'État. Il a été examiné par le Conseil d'État. Il est arrivé sur votre bureau. Avec les coordinations et après examen et avis du Conseil d'État. Voilà. Donc, il se trouve qu'en l'occurrence, il est simple de satisfaire votre curiosité exprimée avec insistance. Quelle indiscipline quand même, hein. Quelle indiscipline. Bon. Donc, en l'occurrence, admettez, je suis assise là gentiment, je vous écoute pendant des heures. Bon.
Il se trouve qu'en l'occurrence, il est Monsieur Berrios, vous allez avoir la parole. aisé de satisfaire à votre demande insistante. Voilà. Alors, mais oui, non, mais fondée, est légitime, est légitime. Mais je vous dis que, en plus de ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. Le texte est là, il a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Non, non, c'est le texte qui est sorti du Conseil d'État. Concernant les ordonnances, je vais rappeler, mais c'est la 3e fois que je le dis. C'est pour ça, convenez qu'il est fondé, quand je m'interroge, est-ce que c'est le bon moment pour intervenir? Puisqu'on explique les choses et puis 1 heure après, il y a de nouvelles demandes. Bon, c'est la 3e fois que j'explique et je réexplique que les ordonnances ne sont pas une dépossession du Parlement. J'ai été parlementaire moi aussi, j'ai beaucoup protesté contre les ordonnances. Les ordonnances, oui, mais elles sont adossées à l'article 38. La loi de ratification viendra devant le Parlement. Vous pourrez la modifier et elle pourra même être soumise au Conseil constitutionnel. Voilà, donc c'est juste une disposition pratique et efficace. Merci. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sauf inattention de ma part, je ne crois pas que vous m'ayez appelé pour l'amendement 3409. Donc, je souhaiterais que vous puissiez, je vais profiter de le défendre à présent. Madame la garde des Sceaux, le 7 janvier dernier, l'Union nationale des associations familiales, qui regroupe, excusez du peu, 7000 associations et plus de 700 000 familles, était auditionnée par le Sénat et elle s'est exprimée. Pas encore rappelé. Ah, excusez-moi, Monsieur le Président. Rappelé. Si vous voulez le défendre je suis confuse. Mais je préférais que l'on finisse sur les amendements identiques. Pardonnez-moi. Hein, voilà, merci. Je suis confuse. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Poisson. Madame la garde des Sceaux, personne ne pourra nier que vous avez apporté réponse à des sollicitations sur l'article 4 bis. Bien, je vous en prie. Cela étant, personne ne pourra, en tout cas de mon point de vue, considérer que votre réponse était tout à fait convaincante. Mais ça ne vous surprend pas non plus. Non, mais je vous promets que non. Non, parce que je suis surpris de 2 choses. La première, c'est que, sauf à ce que quelque chose nous ait échappé en première lecture, ce qui est tout à fait possible. Mais lorsque j'ai posé la question au rapporteur l'autre jour, pendant le débat sur ces articles, c'était la séance de nuit, on abordait l'article 14, et nous avons prétendu que, sur la base du projet de loi qui était issu du gouvernement en première lecture, nous avions déposé des amendements de manière tout à fait exhaustive pour contrecarrer, occurrence par occurrence, je pense que vous vous en souvenez bien, les différentes modifications que vous apportiez, en particulier dans le Code civil, et puis dans tous les autres codes qui étaient concernés. Et quand j'ai argué de cette exhaustivité au rapporteur, il m'a répondu « Mais non, monsieur le député, vous n'avez pas du tout été exhaustif ». Je pense que le rapporteur conviendra que c'est la réponse qu'il m'a faite. D'ailleurs, je le vois sourire. Oui, il a momentanément oublié la réponse qu'il m'a faite, mais je pense que le compte-rendu en fera foi. Donc, de 2 choses l'une, Madame le ministre. Ou alors, c'est votre première écriture qui n'était pas exhaustive, donc elle a dû forcément être complétée depuis, pour que l'inventaire que vous nous présentez ce soir sur les ordonnances soit tout à fait complet, ou alors, visiblement, il y a une incompréhension chez nous et je ne comprends pas la totalité de la réponse que vous avez apportée tout à l'heure. L'inquiétude, elle porte sur le fait, la capacité, en réalité, que nous avons collectivement, mais plutôt le gouvernement en l'espèce, à couvrir l'ensemble du champ qui sera déterminé par ces ordonnances. Deuxièmement, je continue à ne pas comprendre le choix politique que vous avez accepté ou que vous avez présenté ou débattu avec le Sénat et qui vous conduit à vous demander ça. Parce que rien ne l'explique. C'était plus rapide de passer par la procédure législative que par les ordonnances. C'était plus simple politiquement, puisque l'air de rien, entre guillemets, nous allons nous retrouver ici dans 6 mois, sans doute autour de la rentrée, pour discuter de ce projet de loi sur les ordonnances, vous l'avez dit à l'instant. Et compte tenu du calendrier habituel de ce genre de procédure, nous nous retrouverons sans doute au mois de septembre, probablement dans une session extraordinaire, pour débattre du contenu de la loi. Donc je ne vois pas ce qui, ni sur le plan juridique, ni sur le plan pratique, pour l'entrée en vigueur de la loi, ni sur le plan politique, pardonnez-moi,
l'intérêt que vous avez pu trouver à revenir devant le Parlement sur un sujet dont, par ailleurs, nous avons compris que le président de la République voulait se débarrasser au plus vite sur le plan parlementaire, et nous allons y revenir dans quelques mois. C'est la raison pour laquelle, pour ces trois motifs, j'entends que vous avez tenté de nous... Enfin, non, pas tenté de nous répondre, vous avez répondu, tenté de nous convaincre, et pour le coup, je ne suis toujours pas satisfait. Merci, Monsieur Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas à ce stade sur les développements concernant l'article 4 bis. Et évidemment, vous avez bien compris, Madame le Ministre, nous ne sommes pas convaincus sur ce recours aux ordonnances. On reviendra sur la loi d'habilitation, les délais, le cadre, les 14 codes qui sont impactés et qui sont plus qu'une habilitation simple à une mise en musique, si je puis m'exprimer ainsi. Je voudrais revenir sur et me concentrer cette intervention sur l'article 4. L'article 4, tel qu'il est formulé, et dans sa version du Sénat, exclut toujours le titre 7 relatif à la filiation. Et je ne reviendrai pas trop longuement sur les longs débats qui nous avaient occupés un mercredi, vous vous en souvenez sans doute, mais il n'empêche que la question n'est pas réglée. La question n'est pas réglée. L'amendement Ballet avait essayé de régler les choses dans un flou un peu artistique. Le Sénat est revenu dessus. Mais dans ce flou, une chose demeure. C'est l'exclusion, et vous l'avez voulu, pour des raisons sans doute juridiques, mais plus encore politiques. Une chose reste et demeure exclue, c'est le titre 7 consacré à la filiation. Or, toute la partie qui concerne l'adoption impacte, ou en tout cas partiellement impacte, ou découle, ou est liée à l'article 310 du Code civil. Je ne reviendrai pas sur les exéquatures, je ne reviendrai pas sur les reconnaissances de jugements étrangers par le droit français, et notamment par les juridictions françaises, mais cette partie est en quelque sorte sanctuarisée. Et elle demeure bancale, elle demeure une vraie difficulté, c'est votre talon d'Achille, et je voudrais le rappeler à nouveau. Vous faites fi, en ne modifiant pas la rédaction, vous faites fi de l'article 310, vous faites fi de l'ordre public international, et donc vous faites fi aussi de deux arrêts. J'y reviens, je les recite, je ne peux pas résister à deux arrêts de la Cour de cassation de la première chambre civile du 7 juin 2012, qui portent définitivement la faiblesse de votre projet sur la partie de l'adoption. Je n'attends pas de réponse nécessairement sur ce point. Je pense que les arguments resteront les mêmes. J'aurai grand plaisir à les écouter, mais la faiblesse demeure et je voulais ce soir une nouvelle fois la souligner parce qu'il y a là, plus qu'en germe, un vrai et très sérieux motif d'inconstitutionnalité. Merci, Monsieur Dhuicq. Merci, Monsieur le Président. Nous assistons ce soir à un débat assez extraordinaire. Ce n'est pas le mouvement perpétuel parce que l'on peut considérer que le gouvernement est plutôt embourbé à l'heure actuelle et je crains que ça ne fasse que de commencer, mais c'est la forclusion perpétuelle. Forclusion du nom du père ou des noms du père en fonction de la période considérée ou de ce que vous avez lu ou non lu. Forclusion du Parlement, forclusion du verbe, forclusion du peuple, forclusion de la parole. Et la conclusion de la forclusion, c'est l'exclusion. Exclusion de la liberté, exclusion du père, exclusion de la mère, exclusion de l'enfant, exclusion du peuple, exclusion de la nation, et ainsi de suite. Alors oui, vraiment, on nous reproche systématiquement d'opposer les mêmes arguments. Mais il y a des questions d'ordre éthique qui sont intemporelles, qui sont au-delà de l'éthique, au-delà des contingences du moment, qui nécessitent que des valeurs soient défendues, que des convictions soient défendues, que les enfants à venir de ce pays soient défendus, et qu'on leur laisse le droit de pouvoir exister, de vivre et devenir des sujets libres et pensants, qui peut-être à leur tour prendront notre succession, à condition que vous n'obériez pas à terme la parole du peuple. Merci. Monsieur Berrios. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que j'étais assez stupéfait par la réponse de Madame la Ministre.
sur les ordonnances, vous nous avez dit le travail est fait. Et en fait, il n'y aura pas de surprise dans les ordonnances. J'en déduis qu'il vous a manqué du temps. Et en fait, c'est un aveu. S'il vous a manqué du temps, pourquoi avez-vous précipité l'agenda parlementaire? Pourquoi avez-vous choisi de précipiter l'agenda parlementaire de votre initiative, de l'initiative du gouvernement? Si ce n'est pas le cas, ça signifie alors que dans les ordonnances, il y aura des choses que nous aurons à découvrir. Et il y a une autre chose qui, moi, m'inquiète plus. Parce que dans le climat que vous instaurez en France, je soupçonne que vous veuillez en réalité prolonger la division des Français. Parce que le projet de loi qui habilitera le gouvernement à légiférer par ordonnance aura lieu dans 6 mois, 7 mois. Et à ce moment-là, il nous faudra à nouveau, et vous aurez à nouveau des manifestations, et vous aurez à nouveau des Français dans la rue, et nous aurons à nouveau un débat dans cette Assemblée. Je me demande si vous ne souhaitez pas, en réalité, prolonger durablement le conflit entre le pays réel et le gouvernement. Merci. Monsieur Ollier. Monsieur le Président, j'ai le sentiment que le débat sur les ordonnances a commencé, puisque Madame la garde des Sceaux a répondu sur les ordonnances. Je vais donc me permettre, oui, mais je vais me permettre de mélanger le 4 bis et le 4, puisque ce n'est pas un reproche. J'ai dit simplement que dans la droite ligne de ce que vous avez dit, je vais réagir sur les ordonnances. Car je suis très attaché, comme vous, Madame, vous l'étiez quand vous étiez en l'opposition, à ce que le gouvernement opère par ordonnance avec modération. Et pourtant, gaulliste je suis, et gaulliste je considère que l'ordonnance est un moyen de gouvernement, mais à titre exceptionnel. Car la Constitution est très claire, Madame la garde des Sceaux. Je vais me permettre de relire le début de l'article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, etc., etc. L'exécution de son programme. Et vous venez de nous expliquer que nous sommes dans de la coordination. C'est ce que vous avez dit. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Je ne comprends pas pourquoi vous faites cela, mais je comprends très bien ce que vous voulez faire. Bien. Je souhaiterais que vous m'expliquiez comment vous interprétez la Constitution pour l'utilisation de ces ordonnances. Vous avez le droit de procéder ainsi, mais nous avons le droit de ne pas être d'accord. En quoi de la coordination sur 14 codes, qu'est-ce que cela a à voir avec l'exécution d'un programme gouvernemental? L'ordonnance est faite pour des choses importantes qui impliquent l'urgence, qui impliquent la difficulté et qui impliquent effectivement que dans une situation d'urgence et de difficulté, on passe par ce moyen-là après avoir été habilité spécifiquement par une loi d'habilitation par le Parlement. Eh bien, expliquez-moi où est l'urgence en la matière. Parce qu'au titre de l'article 6.1, d'ailleurs tout à l'heure Jean-Frédéric Poisson vous l'a bien dit, d'abord votre propre texte comportait, vous l'avez dit vous-même, les éléments que vous allez avoir à traiter dans les ordonnances, puisque vous avez brandi les papiers que vous avez sous les yeux en disant « le travail est fait ». Le travail est fait. Et puis ensuite, dans l'article balai, rebelote, nous avons retrouvé ces éléments-là. Alors moi, je voulais savoir pourquoi ni le Sénat ni vous-même n'avez prévu d'inclure tout cela dans le champ législatif de l'article 6.1, c'eût été plus démocratique, nous aurions pu en discuter sereinement, et c'était certainement plus rapide. On ne comprend pas, et je ne comprends pas pourquoi, puisque cet article 38 parle bien d'exécution de programme, pour une chose aussi banale que des articles qui ont déjà été rédigés, vous passez par les ordonnances. Je voulais terminer sur quelque chose qui m'a beaucoup concerné lors de la première lecture, car autant, Madame le garde des Sceaux, je considère que vous avez le droit de présenter les projets de loi que vous souhaitez présenter, autant j'ai le droit de considérer que nous avons le droit dans l'opposition de considérer que vous avez ou vous n'avez pas été mandaté pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit ne pas avoir été mandaté? Monsieur Urvoas le sait,
Je lui ai fait la démonstration, je l'ai toujours là, sa fameuse profession de foi. Vous vous en souvenez, Monsieur le Président? Vous avez reconnu vous-même que j'avais raison. Mais je le répète parce que c'est important qu'on nous entende. Quand je dis que vous n'avez pas été mandaté pour engager ce changement de civilisation, Madame le garde des Sceaux, que vous avez vous-même indiqué à l'origine de ce texte, j'ai raison, car vous avez dit, Monsieur Urvoas, que vous aviez pris l'engagement au second tour des élections, l'engagement de faire ce changement. C'est faux. Dans votre profession de foi, il n'y a aucune annonce de votre engagement. Monsieur Binet, c'est pareil. J'ai toujours votre profession de foi, je gardais précieusement aucun engagement. Monsieur Leroux, elle est très bien, mais elle ne parle pas du mariage pour tous. Monsieur Urvoas non plus. Monsieur Bruno Leroux, qui n'est toujours pas là, exactement pareil. Je m'arrête là. Aucun engagement n'a été pris. Et Monsieur Hollande, dans la profession de foi qu'il a adressée aux Français, n'a pas plus pris que vous l'engagement de faire ce changement de société. Donc je considère que vous n'êtes pas mandaté pour faire ce changement-là, et encore moins mandaté pour passer par les ordonnances qui sont de nature effectivement à tronquer le débat démocratique qui doit avoir lieu dans cet hémicycle. Voilà pourquoi nous sommes contre la procédure que vous voulez utiliser, voilà pourquoi nous la dénonçons, et voilà pourquoi nous continuerons jusqu'au bout à la dénoncer. Merci. Monsieur de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Une première remarque, d'abord pour dire à Madame Taubira que je ne suis pas certain que ça soit un si bon calcul que de recourir aux ordonnances. Bien sûr, le gouvernement est en difficulté, le président de la République ne sait plus quoi faire, donc pour sortir le plus vite possible du débat sur le mariage des couples de même sexe, vous décidez de vous simplifier le travail et de recourir aux ordonnances. Mais je crois que c'est un mauvais calcul parce que, Madame le garde des Sceaux, dans 6 mois, il va falloir que vous reveniez, vous l'avez dit vous-même, avec un projet de loi de ratification des ordonnances et il faudra recommencer le débat sur le mariage homosexuel. Or, c'est justement ce que vous vouliez éviter. Et comme ça ne suffira pas, à la fin de l'année, vous allez, et je me tourne vers Madame la ministre de la Famille, vous allez revenir avec un projet de loi sur la famille, avec la procréation médicalement assistée, avec peut-être la gestation pour autrui, et rebelote, nous allons reparler du mariage des couples de même sexe. Donc c'est un très mauvais calcul, je le dis, mais après tout, ça ne me regarde pas. En revanche, Madame la garde des Sceaux, ce qui me regarde, c'est que j'aimerais, quand on vous pose une question très précise, j'aimerais avoir une réponse. Je vous rappelle ma question de tout à l'heure, Madame Taubira, Madame la garde des Sceaux. Je vous ai demandé si une femme accouche sous X et fait expressément connaître sa volonté que son enfant ne soit pas confié à un couple homosexuel, est-ce que vous respecterez cette volonté? C'était ma question, vous n'avez pas répondu, j'attends une réponse. Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Oui, ces revirements incessants que nous avons avec les mots père et mère, leur remplacement par les mots parents, je crois que ça illustre les difficultés que vous avez avec ce texte. Parce que vous vous heurtez d'une part à la réalité des familles, à la réalité de notre société, mais également à la difficulté à traduire dans notre droit. Rappelons-nous, le projet de loi du gouvernement supprimait les mots père et mère dans de nombreuses occurrences. L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des lois, a prévu un article balai qui disait là où il est marqué les mots père et mère, il faut entendre le mot parent dans le cadre des couples de personnes de même sexe. Et le Sénat vient de dire, eh bien, pour régler tout ça, on recourt aux ordonnances. Je crois que d'une part, ça montre que ce texte est mal préparé.
Et ça renvoie aux auditions que nous avons faites autour du rapporteur. À l'époque, dans ces auditions, eh bien, les professions juridiques nous disaient le texte est mal préparé. C'était le message des notaires, c'était le message des avocats, c'était le message du défenseur des droits. Relisons leurs conclusions en disant eh bien, il nous faut plus de temps avant d'avoir une application propre de ce texte. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, leurs alertes qui étaient lancées eh bien, étaient vraies. Le deuxième point, c'est que vous n'arrivez pas à articuler un dispositif qui soit à la fois efficace politiquement et juridiquement. Le projet de loi du gouvernement était peut-être juridiquement le meilleur. Mais le problème, c'est que politiquement, il était invendable, puisque vous supprimiez les mots père et mère, et vous avez vu la réaction dans la société que ça a provoqué. Alors, face à ça, vous avez inventé l'article balai. Alors lui, il était peut-être politiquement un peu plus vendable, il était hypocrite, parce qu'en fait, il revenait aux mêmes choses, mais simplement, juridiquement, il était fragile. D'ailleurs, l'étude d'impact du projet de loi déconseillait cet article balai. D'ailleurs, l'avis du Conseil d'État, ce qu'on a pu savoir, déconseillait cet article balai. Nous vous l'avons dit en première lecture, mais comme ça venait de nous, vous n'avez pas voulu entendre. Simplement, eh bien, le Sénat l'a répété, et du coup, l'article balai existe. Et aujourd'hui, on nous propose un dispositif avec un recours aux ordonnances. Le problème, c'est que ce dispositif, il risque d'être bon ni juridiquement ni politiquement. Juridiquement, tout d'abord, parce que Madame la garde des Sceaux, vous nous dites, les ordonnances, elles sont prêtes, il suffit de revenir au projet de loi. Mais écoutez, faites un amendement, reprenez votre texte initial et faites-le nous adopter. Mais non, vous savez bien que ce n'est pas possible, parce que juridiquement, votre dispositif n'était pas suffisant, satisfaisant. Et surtout, ce que vous nous proposez avec le recours aux ordonnances, c'est un dispositif qui est mauvais politiquement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, vous essayez de passer en force, en vous taisant, en refusant le débat pour que nous puissions débattre sur ces questions d'altérité sexuelle, sur la conception de la famille, eh bien, vous allez relancer le débat. Parce qu'effectivement, après ce vote que nous allons avoir mardi, après les manifestations qui s'annoncent dimanche, qui s'annoncent le 5 mai, qui auront lieu le 26 mai, il y a une autre loi qui va venir. Et cette loi, ça va être la loi d'habilitation des ordonnances. Et sur quoi elle va porter? Eh bien, sur ce sujet sensible des mots père et mère. Eh bien, je peux vous dire que tous les manifestants qui étaient encore là tout à l'heure, ce soir, qui vont être là dans les mois à venir, ils vont continuer à se mobiliser tant qu'il y aura des perspectives législatives. Et donc, c'est un mauvais calcul politique, c'est un mauvais dispositif juridique. C'est pour ça que nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Merci. Monsieur Le Fur. Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, la majorité est KO debout. On ne l'entend pas. On ne l'entend plus. Monsieur Emmanueli ne dit rien. Le président du groupe n'est pas là. L'orateur, Monsieur Roman, a disparu. Le président a disparu, mais on ne l'entend pas. Venez vous exprimer, Monsieur Roman. Et puis également le président de la commission des lois, qui devrait nous éclairer, Monsieur Urvoas, en cette période un peu compliquée où on évoque l'article 4 et l'article 4 bis. Le président de la commission des lois, il ne dit rien. Il ne dit rien parce que je le sais, il est gêné chez lui, parce qu'il n'a pas pris d'engagement clair au moment de sa campagne et parce que dans notre chère région, on est attaché à la famille. Qu'est-ce qui se passe? On est dans les problèmes d'intersection article 4, article 4 bis. Le vrai sujet pour vous, c'est de faire disparaître la notion de père et de mère. Vous avez envisagé 3 solutions. La première qui nous a été présentée en première lecture. Vous avez compris qu'elle n'était pas pertinente. La deuxième que vous nous avez fait adopter en deuxième lecture à la suite des travaux de la Commission. Vous avez compris qu'elle n'était pas pertinente. Et enfin, la troisième qui résulte des travaux du Sénat et que nous allons, sans doute, puisque vous êtes majoritaire, confirmer. Quel était le sujet à chaque fois? Il s'agissait politiquement de ne pas être trop visible pour qu'on ne voit pas trop qu'on abandonne les notions de père et de mère, mais en même temps, juridiquement, d'être à peu près sûr. Donc, vous avez ces hésitations. Donc, Madame la Ministre, le Président de la République, il a la boîte à outils, vous avez la boîte à malice. Et la boîte à malice, elle consiste à imaginer 3 réponses. La réponse, ça a été développé par notre ami Philippe Gosselin, liée au titre 7 sur la filiation. C'est un élément de réponse. La réponse liée à tout le reste du Code civil. Nous en débattons aujourd'hui. Et puis, troisième réponse,
la plus considérable en termes d'articles modifiés, c'est toutes les autres dispositions législatives que vous renvoyez à des ordonnances. Vous avez commis là une erreur majeure, une faute politique qui, hélas, va nous servir, parce que ce faisant, il y aura un nouveau débat, il y aura une nouvelle discussion dans le pays. Ce faisant, ceux qui se réuniront le 26 mai seront très nombreux, eh bien, ils sauront que leur mobilisation ne sera pas inutile, puisqu'on pourra encore peser sur le texte. Alors, ces ordonnances, je les trouve pour ma part extrêmement redoutables. Et là, je confirme l'expression boîte à malice, Madame la Ministre. Qu'est-ce qu'on dit, Madame la Ministre, sur ces ordonnances? Il faut voir le fameux amendement qui est à l'origine de ces ordonnances, l'amendement au Sénat 349. Je l'ai sous les yeux. Le présent amendement a pour objet de permettre au gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, de prendre par voie d'ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que cela s'avère nécessaire ou opportun. Ou opportun. C'est-à-dire que, de fait, nous donnons un mandat d'opportunité dans la rédaction des ordonnances. Ceci alors même que ces ordonnances ne listent même pas les codes qui seront modifiés. On parle de 14 codes parce qu'il y a eu des travaux là-dessus, mais l'amendement gouvernemental à l'origine de tout cela ne dit même pas. Parmi ces 14 codes, il y a le code de la santé publique, celui-là même qui traite de la PMA. C'est-à-dire que puisque vous utilisez le mot opportun, vous pouvez tirer comme conséquence du texte la modification du code de la santé publique et donc la modification de la réglementation touchant à la PMA. Vous voyez la boîte à malice, je confirme mon propos, qui est la vôtre, Madame la Ministre. Donc, ne nous faites pas croire que c'est un petit problème de rédaction, un petit problème de retard depuis les mois que vous avez. C'est autre chose. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, fin, astucieux, mais aussi redoutable. C'est beaucoup plus malicieux, puisque, ce faisant, en modifiant un nombre considérable de textes, en admettant que cette modification puisse résulter de l'opportunité pour appliquer les conséquences de la loi, eh bien, vous risquez d'aller très loin dans des modifications que nous ne souhaitons pas. Donc, Madame la Ministre, ce que je souhaite, c'est que vous reveniez à la logique qui est traditionnellement celle de la gauche, c'est-à-dire la logique, la méfiance à l'égard des ordonnances, que vous retiriez l'article 4 bis et que nous modifions les lois ici, pas ailleurs. Ce n'est pas dans le secret des cabinets qu'on a à modifier les lois, c'est ici à l'Assemblée. Nous n'avons pas le droit, ici dans cette Assemblée, d'abandonner des pans entiers de notre législation à d'obscurs experts qui sont aussi militants que pseudo-experts. La parole est à Monsieur Gérard. Président, Madame les ministres, mes chers collègues, j'allais dire un peu la même chose que mon collègue Le Fur, mais je voudrais justement m'étonner de ce qui a été dit tout à l'heure par Madame la garde des Sceaux. C'est quand même inimaginable de ne pas savoir effectivement ce qui va figurer dans la petite boîte à Bertinotti, si je puis dire, parce que moi je voudrais, Madame la ministre, que vous puissiez nous répondre. Vous avez l'air, depuis tout à l'heure, de vous ennuyer dans ce débat. Quand vous nous regardez, vous ricanez, vous souriez à nos propos. Mais c'est important, ce qui se décide ici. Et les gens qui sont au dehors de cette enceinte attendent une réponse. Et moi, je voudrais effectivement que vous puissiez nous dire si vous allez effectivement toucher à l'article L 2141-2 du Code de la santé publique. Tout est là. Nous sommes contre le mariage. Nous avions une autre solution. Nous sommes contre le mariage parce qu'il ouvre la voie à tout le reste. Vous le savez que la Cour européenne des droits de l'homme fera droit parce qu'elle a une jurisprudence extrêmement laxiste si quelqu'un l'interroge sur le problème de la procréation médicalement assistée. Vous savez très bien qu'à partir de là, tout sera possible. Mais nous voulons avoir une réponse maintenant pour savoir si ce code qui est fondamental sera
concernés, touchés par les ordonnances que vous nous demandez de voter sans nous donner véritablement les explications. Il est sidérant d'entendre que, en fait, tout est prêt dans les ministères, alors que nous n'avons même pas véritablement commencé le débat sur l'article 4 bis et que nous ne savons pas quel est le contenu de ce texte. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Nous sommes vraiment stupéfaits, sidérés. Nous avons droit, en tant que parlementaires, à des réponses claires, précises, parce que ceux qui nous élisent, ceux qui nous font confiance, attendent des réponses claires, simples sur ce sujet. Merci. Merci. Madame Dalloz. Merci, Monsieur le Président. On le voit bien, Mesdames les ministres, l'article 4 pose le cadre de votre projet de loi. Et quel est ce cadre? Tout d'abord, lorsque vous aviez au début, moi je voudrais rappeler, faire un peu de genèse sur ce texte. Au départ, vous parliez du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe ou les couples homosexuels. Comme par hasard, le terme adoption a été supprimé en cours de route. Dès la première lecture à l'Assemblée, on a parlé seulement du mariage. Et là, il y a tromperie, puisque l'ensemble des Françaises et des Français avait semblé initialement en accord avec le mariage des couples de personnes du même sexe. Oui. Sauf que quand vous commencez à leur dire que le mariage inclut systématiquement l'adoption, il y a tromperie, puisque là, on n'est plus sur les mêmes pourcentages d'acceptation. Et c'est bien là votre problème aujourd'hui. C'est que les Françaises et les Français qui ont compris que le mariage impliquait in facto l'adoption ne vous suivent plus sur ce sujet-là. Ils ne sont pas d'accord dans le cadre de l'adoption pour des couples de même sexe. Ça, c'est la première tromperie. La deuxième tromperie, les mots père et mère. Vous les supprimez purement et simplement. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Il y a des parents. Soit. Mais ça a du sens, le mot père et mère. Et je me souviens en début d'année, lorsque je rencontrais les élus de gauche de ma circonscription, je vous rassure, il y en a dans toutes les circonscriptions françaises, lorsque je les rencontrais, ils me disaient « c'est scandaleux de penser que le texte va supprimer le mode père et mère ». Non, 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 c'est une tromperie que vous nous dites, Madame la députée, jamais on n'osera supprimer le mode père et mère, on ne le substituera pas au mode parent. Eh bien, regardez la réalité. Alors, j'imagine que votre ordonnance parlera du parent 1 et du parent 2 ou du parent A ou du parent B. Il va bien falloir identifier les deux parents dans le couple homosexuel. Sinon, je ne vois pas comment on peut identifier l'un et l'autre des parents. Ça, c'est aussi le deuxième argument. Et puis, moi, je voudrais vous rappeler qu'au-delà du fait de changer les mots, c'est de la sémantique, vous pourriez admettre que c'est de la sémantique, vous êtes en train de changer la société. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a 3 semaines dans cet hémicycle, et Madame la rapporteure du groupe 2RDP qui est ici, vous changez la société effectivement, Madame la rapporteure du groupe 2RDP qui est ici dans l'hémicycle, qui a quitté le banc ce fameux soir, lorsqu'il était question de la recherche sur l'embryon, on a bien compris que la finalité pour les embryons réifiés, c'était de pouvoir les donner aux couples lesbiennes dans le cadre de la PMA. C'est cela le changement de société que vous nous proposez, qui n'est pas acceptable, parce que là encore, c'est une 3e tromperie. Donc tout cela aujourd'hui nous fait redire notre attachement profond, sincère et viscéral à la cellule familiale telle que nous la connaissons. Voilà. Merci. Monsieur François de Mazières. Je crois que la succession des interventions montre bien une chose, c'est que vous avez essayé de tromper, il faut bien dire, les Français. À la limite, nous, ici, nous avons tout entendu. Mais les Français, maintenant, se rendent compte qu'effectivement, vous avez employé la ruse. Et Madame la Ministre, je me permets de rappeler, parce que vous aviez évoqué une phrase, une belle phrase, Aimé Césaire, vous aviez dit « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Et quelques-uns d'entre nous avaient alors écrit une tribune en disant « Mais
le vrai problème, c'est que vous, Madame la Ministre, vous rusez. Vous rusez de deux façons. À l'époque, c'est que vous nous disiez il n'y aura pas de suppression de père et mère. Et vous aviez effectivement inventé cet article balai. Et puis maintenant, vous revenez, et toujours avec le sourire, et ça, on doit reconnaître que vous le faites avec talent, un sourire assez malicieux, c'est exact. Vous nous dites, eh bien écoutez, oui, c'est comme ça. Finalement, on a besoin de supprimer les mots de père et mère. Et là, vous savez, ce qui est inquiétant, c'est que votre phrase que vous disiez, et on le comprend car c'est une belle phrase, d'Aimé Césaire prend toute sa portée. Et on comprend que vous vouliez nous indiquer qu'effectivement, il y avait un grave problème. Parce que vous employez la ruse, une technique, et cette technique, vous la confirmez aujourd'hui avec l'emploi de l'ordonnance. Personne, aucun Français, ne pourra estimer qu'il n'y a pas là effectivement une tromperie par rapport à ce que vous aviez dit au départ, c'est-à-dire que vous ne supprimeriez pas les mots de père et mère. Et on comprend à ce moment-là, en effet, que notre civilisation devient mortelle. Vous avez raison, parce que là, elle devient réellement moribonde. Quand les pouvoirs publics, quand la garde des Sceaux ne donne plus confiance, quand on se dit qu'elle a rusé avec les Français, effectivement, à ce moment-là, on a le sentiment d'une société qui vacille. Et ce que vous voyez actuellement dans les sondages, non mais attendez, on peut s'invectiver, ce n'est pas le problème. Ce que l'on voit actuellement dans les sondages, à travers malheureusement d'autres affaires, c'est les Français perdent confiance en les politiques. Et je crois qu'il est essentiel justement qu'il y ait une réelle transparence, une réelle honnêteté, qu'on dise jusqu'où on veut aller, par quels moyens. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la démonstration inverse. Et tout ce qui est dit par mes collègues depuis tout à l'heure, vous ne pouvez pas y répondre parce que c'est la vérité. J'espère que la réaction des Français qui ne veulent pas être une société moribonde vous amènera à évoluer. Merci. Madame de La Raudière. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur Emmanueli, vous avez envie de la parole, n'hésitez pas à la demander. Allez-y, prenez le micro. Vous avez plein d'autres paroles. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Monsieur de Mazières? Allez-y, allez-y. On attend que vous preniez la parole. Allez-y. Mais je voudrais revenir, moi, sur la suppression des pères et des mères. Je voudrais revenir sur la suppression de père et mère dans la loi. Madame la ministre, en janvier, vous nous avez affirmé ici qu'il n'y aurait pas de suppression de père et mère dans la loi de façon généralisée. Vous nous l'avez dit, vous nous avez même dit arrêtez de mentir aux Français, parce que vous leur dites. Vous nous disiez à l'opposition, l'opposition est en train de mentir aux Français parce que vous dites qu'il y aura des suppressions de père et mère. Et vous nous accusiez de mentir. Eh bien maintenant, moi je vous accuse aussi de mentir, d'avoir menti en janvier. Parce que vous avez dit non, il n'y aura pas de suppression généralisée de père et mère dans la loi. Nous avons prévu un article balai. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec les ordonnances, Madame la Ministre? Vous êtes en train de supprimer de façon généralisée père et mère dans 14 codes, c'est bien dans la loi. Vous êtes en train de nous dire aussi, il y a des ordonnances, elles sont prêtes, alors discutons-en, nous sommes là pour ça, nous avons le temps, nous vous avons déjà d'ailleurs dit en renvoi en commission, en motion de renvoi en commission, nous vous avons proposé de poursuivre l'examen du texte parce qu'il n'est pas finalisé. Il n'est pas finalisé, d'ailleurs nous y reviendrons dans le cadre de ce projet de loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance. Il est dommage quand même, il est vraiment dommage que nous ne prenions pas ensemble le temps d'examiner avec vous la suppression, comme vous le proposez, généralisée de père et mère dans l'école. Nous le regrettons parce que père et mère, c'est un symbole extrêmement fort pour nous et nous trouvons très dommage de le voir remplacé partout par parent 1 et parent 2 ou époux 1 et époux 2. Merci, madame. Monsieur Miard. On vous connaissait donc
un gouvernement légal mais minoritaire dans le pays, et maintenant vous pratiquez avec l'article 4 bis le coup d'État permanent. Car en réalité, il est quand même paradoxal et un peu curieux. Soit vous êtes frappé d'amnésie, soit vous êtes pétri de cynisme pour oser présenter à l'Assemblée nationale un article 4 bis aussi mal ficelé que vous avez la pensée décadente, et que véritablement vous osiez vous demander véritablement une habilitation pour modifier l'ensemble, je lis, des dispositions législatives sans les nommer, sans savoir d'ailleurs si vous allez en oublier quelques-unes ou non, pour supprimer effectivement le concept noble, fondateur, structurant de père et mère. C'est un coup d'État permanent et ce n'est pas à votre honneur, parce que lorsqu'on prétend effectivement avoir la volonté de passer une loi structurante, on ne se retranche pas derrière les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. On agit véritablement de manière claire, transparente, et vous refusez cette transparence. Cela est indigne d'un Parlement dans lequel vous avez la majorité. Madame Genevard. Monsieur Emmanueli, ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Eh oui, mais oui, parce que mon propos s'adresse à vous. Lorsque Monsieur le maire de Versailles a pris la parole, vous avez dit « Ah, voilà les Versaillais ». Vous n'ignorez pas la référence historique que cela constitue. Les Versaillais sont les troupes qui se sont opposées à la Commune. Ainsi, vous seriez la Commune, nous serions les Versaillais. Mais Monsieur Emmanueli, écoutez la rue qui gronde. C'est contre vous qu'elle gronde et contre votre loi. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Emmanueli. Merci. Je mets aux voix les amendements identiques. Si vous voulez, 1218, 1692, 2169, 2395, 3487, 3536, 3871. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Ils ne sont pas adoptés.